Bien, bonsoir, bienvenue à l'Institut français du Gabon. Maintenant, c'est un rendez-vous régulier que ces conférences qui interviennent dans le cadre des accords de partenariat universitaire. Et ce soir, on a l'honneur de recevoir Michel Catla, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Toulouse et qui intervient dans le cadre du master de l'Université Saint-Exupéry avec l'IEP de Toulouse. Et donc, il nous fait la gentillesse de venir nous dispenser une conférence sur le management interculturel, notamment dans le cadre professionnel, mais peut-être plus largement. Ouais. Et donc, comme d'habitude, on va faire une conférence qui va durer 3/4 d'heure, 1 heure, et ensuite on aura une petite séance de questions, 1/4 d'heure, 20 minutes. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Si vous permettez, je vais m'asseoir. Merci pour cette introduction. Merci à l'ensemble des organisateurs de cet événement de me permettre de face à vous aujourd'hui, vous présenter non pas une conférence, mais plutôt une invitation à discuter, c'est comme ça que je vais le présenter, des questions de management interculturel. Je dirai peut-être plus tard pourquoi j'ai choisi cette thématique-là, ou pas. Peut-être que je vais laisser planer le mystère là-dessus. Très rapide. Alors, excusez-moi, j'ai un PowerPoint en anglais, mais rassurez-vous, mon anglais est très mauvais, donc tout le monde va comprendre. Donc, peut-être premièrement me présenter. Donc Michel Catla, ça a été dit, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Toulouse, vous voyez les logos, donc je peux passer rapidement. Je suis membre d'un laboratoire de recherche qui s'appelle le CERTOP, un grand laboratoire qui compte plus de 120 membres, rattaché au CNRS, et vous voyez là-dessous quelques mots-clés qui sont censés renvoyer à mes objets de recherche. Bon, mes objets de recherche ont changé au cours de mon parcours professionnel. J'ai commencé sur des questions d'action publique, puis après je me suis intéressé à des questions de santé au travail, etc. Bon, et aujourd'hui je travaille plutôt sur des questions de travail politique. C'est-à-dire que je fais un pari fort, c'est que les élus travaillent. Et donc du coup je vais m'intéresser à quel type de travail ça renvoie. Est-ce qu'on a des figures de travailleurs particuliers lorsqu'on regarde les élus, essentiellement les élus locaux. Au sein de mon université, mais ailleurs, puisque j'enseigne également pas mal à l'étranger, j'enseigne essentiellement des cours de sociologie du travail, des organisations, des relations industrielles, sociologie politique, etc. Et puis je suis par ailleurs directeur d'un master qui s'appelle le MAP, Management de l'action publique et des entreprises, qui a la particularité de traiter ensemble des questions d'organisation de travail avec des questions d'action publique, puisque quand on regarde une organisation, on ne peut pas faire abstraction de toute l'action publique qui la traverse, ou le poids et parfois les ressources que représente l'autorité publique sur ces organisations. Et puis réciproquement, quand on regarde une action publique, on ne peut pas faire abstraction de l'organisation qui la supporte, qui la porte et qui l'accompagne dans sa mise en œuvre. Donc du coup, on a décidé avec quelques collègues de monter cette formation-là, qui est dispensée à Toulouse, mais également au Vietnam et prochainement en Chine. Ça c'était pour me présenter rapidement. Ça c'était pour vendre mes bouquins, mais j'ai aucune intention de vous vendre. C'était pour vous montrer un peu sur quoi je travaille en ce moment, mais c'est pas ça qui m'importe ici aujourd'hui, donc je passe rapidement. La question du management interculturel, elle m'est apparue comme une thématique importante, non pas au cours de mes voyages personnels privés à but touristique, mais plutôt dans le cadre de mes voyages professionnels, dans lequel je croyais naïvement que le simple fait de parler anglais, le simple fait d'évoluer dans un milieu universitaire que je considérais un peu comme homogène, etc., me permettrait d'avancer pas à pas, normalement, disons. Sauf que lorsque vous voyagez, que ce soit à titre personnel, au but touristique ou professionnel, on peut difficilement faire abstraction des différences que l'on peut observer, que l'on peut ressentir lorsque vous voyagez, même dans des pays qui ne sont pas tellement éloignés du vôtre. Et donc ça, c'est le point de départ un peu de mon interrogation, c'est qu'est-ce que c'est que ces différences, qu'est-ce qu'elles supposent dans notre manière de nous comporter, dans notre manière de travailler ensemble, et dans l'ensemble des problèmes que ça peut supposer, d'où cette interrogation sur le management interculturel que j'ai par ailleurs intégré dans la formation de MasterMap dont j'ai parlé tout à l'heure,
Et j'ai eu la chance de pouvoir suivre beaucoup d'étudiants en master et quelques-uns en thèse sur ces questions-là. Donc c'est quelque chose que j'intègre un peu dans cette conférence aujourd'hui. Alors, la mésentente, c'est comme ça que je l'appelle, la mésentente, elle est partout lorsqu'on voyage, hier j'ai fait rire les étudiants quand je disais j'essaie de prendre un taxi ici. Bon, je ne comprenais pas pourquoi un taxi il freine, il ne s'arrête pas vraiment, il faut passer la tête, dire à peu près où on va, et puis si ça ne l'intéresse pas, il continue. Je ne suis pas habitué à ça, je ne sais pas comment ça fonctionne, comment on négocie un prix, comment on sait, il n'y a pas de compteur, donc comment on sait, comment on s'y prend pour dire je vais vous donner telle somme pour aller de tel endroit à tel endroit. On est face à l'inconnu, on ne sait pas comment s'y faire, donc ces mésententes-là, elles sont partout et elles sont normales. Voilà, c'est ça que le point important, c'est normal. On fait simplement, dans ces situations-là, on fait ce que j'appelle l'expérience de la différence. Voilà, on fait un constat ça ne se passe pas de la même manière qu'ici, là-bas, et puis ailleurs encore. Et donc, ça c'est le point de départ de mon interrogation, c'est ces différences-là, et qu'est-ce que ça implique dans nos comportements, dans nos manières d'évoluer dans des environnements qui ne sont pas les nôtres, et puis plus particulièrement dans des situations de travail qui sont de plus en plus fréquentes au regard des équipes plurinationales, on pourrait l'appeler comme ça, qui se développent au regard de la mobilité des gens d'un pays à un autre, etc. Donc c'est quelque chose qui a tendance quand même à prendre une importance considérable. Alors, la première difficulté à laquelle on est confronté lorsqu'on parle de management interculturel, c'est un problème de définition. Autant de management, on sait à peu près ce que c'est. Manager, moi je prends comme point de départ, manager, c'est faire en sorte que les choses se fassent. C'est une définition un peu standard, un peu minimaliste, mais le travail du manager, c'est avant tout ça. Le problème, c'est pas le management, le problème, c'est la culture. On ne sait pas définir la culture. Quand vous allez à la bibliothèque et que vous regardez l'ensemble des ouvrages qui, de près ou de loin, abordent ces questions-là, d'abord, vous êtes obligé de parcourir beaucoup de rayons parce qu'il n'y a pas une seule discipline qui s'intéresse à ça, il y en a des dizaines. Et puis, quand vous commencez à regarder un peu en détail les auteurs qui s'intéressent à cette question-là de la culture, très rapidement, vous êtes confronté à un problème, c'est qu'il n'y a pas de consensus pour dire qu'est-ce que c'est que la culture. On a tout un tas d'indicateurs, on a tout un tas de variables, etc. Mais on arrive difficilement à se mettre d'accord sur cette notion, sur ce concept de culture, et j'insiste sur un concept. Et moi, je ne sais pas travailler trop bien avec les concepts, je ne sais pas observer un concept, je ne sais pas le mesurer, je ne sais pas faire parler trop les gens là-dessus. En revanche, ce que je sais faire, c'est observer des faits culturels. Ça, je sais faire. Je peux les comparer, je peux les observer, je peux faire parler les gens sur quelque chose qu'ils font. Donc, par exemple, je peux demander aux gens comment tu t'y prends pour prendre le taxi, toi. Ça, je sais faire. Et donc, du coup, je ne vais pas tellement parler de culture, en tout cas, je vais prendre comme un synonyme, je ne vais pas tellement parler de culture, mais plutôt de faits culturels que je peux palper, que je peux observer de manière très tangible. Alors, face à ces faits culturels que l'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu, on peut distinguer 4 types de réactions, de réactions face à ces faits culturels que je vais développer très rapidement avec des photos. Vous allez voir, j'ai plein de photos. La première, mais je passe rapidement là-dessus, c'est simplement une question de goût et de couleur. C'est des choses que on regarde, mais bon, ça a l'air différent, j'aime pas, c'est un peu ce registre-là, mais qui quand même nous invite à une forme de découverte. Un deuxième type de réaction, c'est le fait d'observer des comportements que je connais, mais que je ne comprends pas dans cette situation-là. Un troisième type de réaction, c'est je suis face à des événements ou à des comportements que je ne connais pas, qui pour moi sont complètement nouveaux. Et puis un quatrième type de réaction, c'est une réaction qui renvoie à l'idée de je sens que ces trucs-là, donc je fais exprès de dire trucs parce que je ne sais pas trop ce que c'est, que ces trucs-là sont importants dans cette société, dans cette organisation. Je sens que c'est important, mais je ne sais pas dans quelle mesure. Voilà. Donc je passe un peu plus en détail autour de ces 4 éléments-là. Le premier, c'est la question des goûts étranges. Alors je prends des exemples, vous l'avez compris, je vais souvent en Asie, donc je vais faire souvent des photos entre ce que j'ai pu voir en Asie et ce qu'on peut habituellement voir en France. C'est la question par exemple de la nourriture. Bon, la première fois que je suis allé au Vietnam, des copains bien intentionnés voulaient absolument me faire manger un œuf couvé. Un œuf couvé, qu'est-ce que c'est? C'est un œuf où il y a un poussin dedans, quoi. Il y a du cartilage, il y a des plumes. Bon, c'est assez ragoûtant pour moi.
Mais en parallèle, vous mettez un Vietnamien en France, vous lui faites goûter un camembert qui sent très fort et qui est très coulant, ça va lui faire à peu près la même réaction. Si on regarde les couverts, bien, bon, je trouve que j'avais l'habitude, mais peut-être pour certaines personnes, manger avec des baguettes, c'est loin d'être évident. On peut trouver ça étrange, mais à la même manière, si vous allez dans certains restaurants chics en France, vous allez trouver des services émergents extrêmement sophistiqués. Et moi-même, parfois, je ne sais pas exactement quel type de couvert il faut utiliser pour quel type de... Donc simplement un exemple ici, autour de la nourriture, et c'est intéressant parce qu'on ne peut pas se passer de manger, donc vous êtes forcément confronté à ce genre de situation, à des choses qui vous paraissent étranges. Ça peut vous plaire, ça peut vous dégoûter, peu importe, là on est vraiment dans le monde de j'aime, j'aime pas, c'est des goûts, des couleurs. Un autre exemple, c'est celui des maisons. Quand vous allez en France, zone résidentielle classique, vous avez ce genre de paysage avec des maisons qui sont les unes à côté des autres. L'espace est occupé, il est aménagé, etc. Vous sortez de l'aéroport de Hanoï, vous allez en centre-ville, vous traversez des champs, et au milieu des champs, vous avez des immeubles qui ressemblent à celui-ci, c'est-à-dire extrêmement étroit, extrêmement haut, et simplement avec des fenêtres sur la façade principale en face. Vous dites, mais pourquoi ils font ça? Ils ont un champ qui fait des hectares, pourquoi est-ce qu'ils font des immeubles? Donc on ne comprend pas, ça tire notre œil, et on se dit, mais pourquoi ça? Après on comprend, si on creuse un peu, on va savoir qu'il y a des questions de foncier, des questions d'impôts vis-à-vis des fenêtres, etc. Bon, on passe les détails. Puis si on a la chance de rentrer dans ces maisons, on va voir par exemple dans une maison, dans une villa typique française, qu'il y a une cuisine, il y a une chambre à coucher, il y a un salon, etc. etc. Donc c'est-à-dire que chaque espace est dédié à une activité bien particulière. Ce n'est pas le cas dans les maisons vietnamiennes. L'espace que vous voyez en bas, ça fait à la fois office de garage pour les motos, salle de télévision, salle pour faire la sieste pour la grand-mère, magasin, lieu où on entrepose des produits, etc., etc. Donc des choses qui peuvent surprendre, moi qui ai l'habitude de bien compartimenter chaque espace pour une activité bien séparée. Un quatrième type de goût étrange, c'est la question des vêtements. Ça, quand vous vous promenez, vous voyez que les gens ne sont pas forcément toujours habillés comme vous. Quand vous allez au Vietnam, vous voyez beaucoup de jeunes femmes, même moins jeunes, habillées en Ao Dai. C'est cette tenue-là que vous voyez, que les gens en général apprécient. On dit ah oui, c'est beau, et pensant que c'est quelque chose de traditionnel, etc. Non, c'est extrêmement répandu en fait. Vous allez à la réception d'un hôtel, les gens s'habillent comme ça. Vous allez à la poste, les gens s'habillent comme ça. Même les hôtesses de l'air chez Vietnamiens ont cette tenue, etc. Et puis, dans l'imaginaire des gens à Paris, capitale de la mode, etc., en réalité, les gens ne s'habillent pas comme quand vous voyez les mannequins sur un podium en train de faire un défilé pour la Fashion Week. Donc il peut y avoir aussi des décalages là sur la manière, les représentations qu'on peut avoir de s'habiller. Un quatrième exemple toujours sur ces questions-là, c'est la question de l'esthétique. On est vraiment dans, vous voyez, vos réactions sont intéressantes, hein, ça vous fait sourire. Alors je ne sais pas laquelle des deux photos vous fait sourire. Qu'est-ce qu'on a? On a d'un côté un sourire standard à l'occidental, on dirait que c'est pour une marque de dentifrice, hein, mais l'esthétique à l'occidental considère que les dents saines, belles, etc., ça ressemble à cette image-là, alors que dans certaines ethnies du nord du Vietnam, surtout les vieilles personnes, les jeunes un peu moins, eh bien, elles ont un procédé qui consiste à se laquer les dents en noir, et pour elles, c'est un signe de beauté extrêmement répandu. Donc moi, la première fois que j'étais confronté à ça, où j'avais une mamie qui je ne sais pas qu'est-ce qu'on faisait, mais qui me sourit, j'ai eu une réaction un peu bizarre. Donc voilà, simplement, voilà, vous voyez 4 exemples, 4 domaines de la vie quotidienne, hein, la nourriture, les habits, l'esthétique, la manière de construire des maisons, des choses finalement très banales qu'on retrouve partout, mais qui vont nous provoquer chez nous, et c'est normal, des réactions de j'aime, j'aime pas, je trouve ça marrant, je trouve ça dégoûtant, etc., etc. Ça, c'est le premier type de réaction. Deuxième type de réaction, c'est l'observation de comportements que je connais mais que je ne comprends pas toujours. Typiquement, c'est quand je suis confronté à des étudiants au Vietnam ou dans un amphi. Qu'est-ce qu'on a dans mon amphi à Toulouse? J'ai 300 étudiants qui discutent entre eux souvent, sont habillés avec par exemple les filles avec comme on le voit sur la photo, les épaules nues, ils ne sont pas tellement attentifs, quand vous leur demandez de faire quelque chose, ils ont tendance à dire « oh non, non, ça, on va pas faire ça, etc. »
Bon, ça, c'est ce que je connais de mon environnement professionnel classique. Quand je vais en Asie, c'est pas du tout la même chose. Il y a un uniforme, bon, pas toujours, mais il y a souvent un uniforme. La figure du professeur est extrêmement importante. Il faut savoir qu'en Asie, enfin en Vietnam, en tout cas et en Chine, quand un professeur meurt, les étudiants portent le deuil de ce professeur. Donc quand vous êtes un prof, vous êtes quelqu'un d'important. En France, je ne suis pas quelqu'un d'important. En Asie, oui. Donc il y a une réaction très particulière. Les étudiants ne parlent pas, surtout pas. En tout cas, pas s'ils sont autorisés. Et puis, quoi qu'on leur demande, ils vont toujours dire oui, 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 oui. D'accord ? Donc moi, je n'étais pas habitué. Je me dis pourquoi ils me disent oui, je sais pertinemment qu'ils ne sont pas capables de faire ça. Bon. Donc c'est des comportements que je connais, je sais ce que c'est que d'être respectueux, je sais ce que c'est que d'être timide, je sais ce que c'est que de porter un uniforme, mais dans ce contexte-là, je ne comprends pas. C'est pas dans mon logiciel. Hein, je sais pas. Un autre exemple, toujours, c'est quand je veux acheter des fruits et légumes sur un marché, comment ça se passe? Quand je vais à Toulouse, je vais au marché, les prix sont affichés, je pèse, je dis ça fait tant, d'accord, je paye, et au revoir, merci. Au Vietnam, ça ne marche pas comme ça, on va discuter, bon, et combien, si je t'en prends 3 kilos, combien tu le fais? Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la négociation Moi, je sais ce que c'est la négociation, je sais ce que c'est pas un problème, mais pas dans ce contexte-là, pas dans cet environnement-là, ça je ne sais pas faire. Donc ça surprend la première fois. Alors après, on va découvrir qu'il y a des techniques pour négocier, qu'il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis la négociation de légumes au Vietnam, c'est pas la même que celle que vous allez rencontrer au Maroc. Donc c'est encore autre chose. Bon. Mais tout ça pour dire que je connais ce comportement, mais dans cette situation-là, je ne connais pas. Donc maintenant, pour m'amuser, quand je vais faire mes courses au marché à Toulouse, je remplis, et quand le maraîcher me dit ça fait tant, je dis non, c'est trop cher. Donc forcément, ça crée un décalage. Hein, donc je m'amuse avec ça. Un troisième exemple, c'est sur la question de la conduite, qu'on peut voir partout. Donc d'un côté, on a des routes, une autoroute avec des règles, des panneaux qui vous disent la conduite à suivre. Hein. Ici, tu peux rouler à 80, là, tu peux rouler à 130, etc. Il y a beaucoup de règles. Hein. Il faut respecter les vitesses. Quand on se rabat, il faut mettre des clignotants. Il faut respecter des distances de sécurité, tout ça. Bon. Et puis quand je vais au Vietnam, aux heures de pointe, mais c'est juste l'enfer. Il y a des motos partout. Et c'est surtout que je sais ce que c'est qu'un embouteillage. Je connais ça. Mais je ne comprends pas comment ils s'en sortent. C'est juste. Et là encore, c'est un zoom. Mais il faut vous imaginer que c'est beaucoup plus large. Donc, je sais ce que c'est qu'un embouteillage. Mais je ne comprends pas comment, malgré tout, ils s'en sortent. Pourquoi une interrogation, c'est mais pourquoi ils ne respectent pas les feux rouges, par exemple? Pourquoi, même qu'un feu, il passe? Bon, qu'est-ce qui fait que, même s'il n'y a que 30 cm devant, ils ne vont pas laisser passer le type pour dégager, ils vont quand même vouloir s'y mettre? C'est une logique qui me dit, je ne comprends pas ça, d'accord? Donc c'est un simple exemple. Troisième type de réaction, là, c'est lorsque je voyage, je suis confronté à des comportements que je ne connais pas. Pour moi, c'est inédit. Donc ça, je n'étais pas en Asie là, j'étais dans un autre pays, vous allez facilement deviner lequel. Je vais à la plage et qu'est-ce que je vois? Je vois à gauche de la plage des gens qui se baignent avec, on pourrait appeler ça un maillot intégral. Donc c'est surprenant, on se dit tiens, comment on fait pour se baigner avec une telle tenue? Bon, quelle est la logique? Donc c'est quelque chose qui est surprenant, je ne connais pas cette manière de faire. Et puis de l'autre côté, alors ça c'est je regarde à gauche, et puis je regarde à droite, qu'est-ce que je vois? Je vois de jolies filles qui discutent, etc. Bon, et puis à un moment donné, elles se retournent et je vois, un pistolet mitrailleur. Bon, c'est étrange. Donc pourquoi est-ce qu'on va à la plage? Est-ce qu'on y va pour passer du bon temps? Est-ce qu'on y va pour mener une procédure, quelque chose autour de la surveillance ou de la protection? Je ne sais pas. Donc là, je suis vraiment confronté à des choses, des comportements, des situations que je ne connais pas, qui me sont inconnues. Donc là, on reste un peu hébété. Un autre exemple, c'est par exemple des questions de non-respect de la règle, comme par exemple, c'est une des photos ici, en France, depuis quelques années, on n'a pas le droit de fumer dans des lieux publics, mais il n'empêche que dans certains lieux, il y a un bar à côté de chez moi où vous pouvez passer n'importe quelle heure, les gens continuent à fumer cela, il y a même des cendriers sous le comptoir. Bon. Donc c'est-à-dire que les gens s'affranchissent complètement de cette obligation, et même s'il y a la menace derrière d'amende, etc., c'est pas leur problème. Donc la première fois qu'on est confronté à ça, on peut être surpris. Ou la corruption. La corruption, oui, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais été confronté à ça. Et la première fois que j'ai été confronté à ça, ça fait bizarre. La première fois que je vais au Vietnam,
les étudiants viennent me voir et qui me disent combien vous voulez, monsieur, pour qu'on puisse avoir le sujet de l'examen quelques jours à l'avance. Bon, je ne connais pas ça. Alors j'ai dit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup trop pour vous. Donc ça, c'est le troisième type de confrontation. Quatrième type de réaction, c'est lorsque je suis confronté à des phénomènes collectifs, complexes. Je sens que ça a une importance, mais je n'en mesure pas forcément la dimension. Donc typiquement, quand vous allez au Vietnam, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que, enfin, vous découvrez malgré vous souvent que l'effet du TED c'est extrêmement important. Ça se joue fin janvier, début février. C'est comme si vous concentriez toutes les fêtes que vous connaissez durant la même période. C'est extrêmement important. Donc du coup, tout est fermé. Donc ça se prépare en amont. Il faut le préparer. Ah oui, je vois toucher la montre, je suis déjà à demi-heure. Ah bon. Donc c'est extrêmement important. La première fois, je ne savais pas ça. Donc j'avais envoyé un collègue donner des cours là-bas. Il m'appelle, il me dit mais l'université est fermée, il n'y a pas d'étudiants. À l'hôtel, ils étaient 10, du jour au lendemain, ils sont passés à 2. Bon, d'accord, donc j'ai compris, ok, le TED c'est important, il faut me permettre de cours à cette période-là. Mais ça, je l'ai appris après. Mais on ne sait pas trop, je ne sais pas ce que ça représente pour les gens. Je sais que c'est important, mais je n'en sais pas davantage. Pareil pour le culte qui est développé autour de la figure de Ho Chi Minh. Vous allez n'importe où, vous avez des statuettes, vous avez le mausolée, vous avez sur tous les timbriers, n'importe quel bâtiment, il y a son portrait, il y a des affiches, etc. Bon, vous voyez que c'est important, mais vous ne saisissez pas forcément concrètement qu'est-ce que ça implique pour les gens. Donc vous prenez juste conscience que ça a l'air d'être important, mais après, dans le quotidien des gens, vous ne savez pas trop à quoi ça renvoie. Pareil en France, quand des amis étrangers viennent en France, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent ah Noël c'est très important. Je dis oui, surtout pour les enfants, mais surtout les gens ils sont surpris par ah mais vous êtes toujours en manifestation, vous faites toujours des grèves, etc. Ça c'est copains américains quand ils viennent, ils vont à Paris, ils me disent mais vous êtes toujours en grève. Alors, donc eux du coup ils comprennent bien que c'est un phénomène important que ce dialogue, cette forme de dialogue social est importante pour la France, mais ils n'en mesurent pas forcément quelle implication ça a dans le quotidien des gens. Voilà la première partie, simplement avec quelques illustrations de la vie quotidienne, des faits culturels qui génèrent chez nous des réactions. Alors, généralement, ces réactions génèrent un choc culturel, on appelle ça comme ça, plus ou moins important, qui peut plus ou moins vous déstabiliser, mais dans la plupart des cas, que ce soit dans une situation de voyage privé ou dans une situation de travail, ça ne pose pas forcément de problème. Ça ne pose pas forcément de problème, généralement, avec l'installation un peu durable ou les séjours réguliers, vous allez vous accommoder de ça et ça sera vite dépassé, même quand certaines choses peuvent vous paraître un peu bizarres. Ça devient un problème quand ça dure dans le temps. Lorsque les relations que vous essayez de nouer avec vos partenaires ou avec vos collaborateurs souffrent de ce qui pourrait être ce choc culturel. Donc là, on a vraiment besoin d'un diagnostic, on pourrait dire, d'un diagnostic d'interculturel. Alors, quand est-ce que je peux identifier un problème interculturel? C'est par exemple lorsque, même en parlant la même langue, j'ai l'impression que je ne suis pas compris par mon interlocuteur, mais de manière durable. Ça m'arrive au Vietnam, ça souvent. Je leur dis, bon, vous n'oubliez pas, hein, vous me donnez votre rapport à tel moment. Oui. Bon, j'attends toujours. J'attends toujours. Lorsque je sens que mon comportement ou le comportement de mes interlocuteurs crée un doute, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr de comprendre exactement ce qui est en train de se passer. Donc là, peut-être, il se joue pas obligatoirement, il se joue peut-être quelque chose au niveau interculturel. Lorsque j'ai l'impression de manquer quelque chose. Par exemple, mardi, j'étais avec mon collègue Bertin, qui est là, et on était 3 ou 4 en train de discuter. On parlait en français comme tout le monde. Et puis tout à coup, ils se sont mis à rire et moi, j'ai pas ri parce que j'ai manqué quelque chose. J'ai pas compris où était la blague. Donc, bon, peut-être qu'il s'agit de quelque chose d'interculturel ou pas. Donc j'ai raté un truc.
etc., etc. Donc, je ne sais pas comment m'y prendre pour faire comprendre à quelqu'un que j'aimerais ceci ou que j'attends de cette personne-là quelque chose. Donc là, quand on est face à ce type de situation, bien là, peut-être qu'un diagnostic de nature interculturelle est possible. Alors, le fond du problème, qu'est-ce que c'est, surtout en milieu professionnel, c'est comment on parvient à travailler ensemble. Comment on s'y prend pour travailler ensemble. Eh bien, on va voir que d'un point de vue interculturel, ça pose certains problèmes, puisque le comportement des uns et des autres, que ce soit dans une relation individuelle ou collective, elle dépend énormément de choses. La culture dans laquelle vous appartenez vous fait voir le contexte d'action d'une certaine manière, vous fait comprendre le problème à résoudre d'une certaine manière, vous permet d'identifier le dysfonctionnement ou le problème ou les causes du problème d'une certaine manière, vous permet de développer des solutions ou des issues de telle ou telle manière en fonction de votre culture. Et même la voie pour mettre en place un changement dépend également de la culture. À titre d'illustration très rapide, j'étais mobilisé avec d'autres collègues sur un projet autour de l'A380, le gros avion de chez Airbus. Ils avaient un problème avec une pièce, je ne sais pas comment elle s'appelle, c'est un nom technique. Ils n'arrivaient pas ils avaient des problèmes de délai, ils ne s'entendaient pas, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour fabriquer cette pièce-là, on est à cheval sur 3 sites, en France, en Angleterre et en Allemagne. Et donc la question de départ, c'était qu'à là, avec votre équipe, essayez de débrouiller un peu ce problème-là, pensant que c'était une question d'organisation. Bon. Quand on est allé voir les équipes, donc je sais bien, j'ai un peu voyagé, je suis allé en Allemagne, en Angleterre, quand on leur posait la question, pour vous, c'est quoi le problème, ben, on allait voir les Anglais, ils nous disaient, mais non, le problème c'est qu'on a un problème de logistique ici. On a un problème de logistique, et en fait, il faudrait qu'on revoie un peu cette logistique, parce que la conception, c'est à tel endroit, nous on fabrique, après il faut l'acheminer à Toulouse. Donc la manière de comprendre le problème à résoudre, c'est un problème de logistique. Et donc il suffit de se mettre d'accord autour de la table sur cette question de logistique, et on trouvera une solution. Bon, on prend note. On va voir les Allemands. Les Allemands, qu'est-ce qu'ils nous disent? On a un problème technique. Un gros problème technique ici. Mais ne vous inquiétez pas, on va mettre en place tel dispositif qui va venir pallier, etc. etc. Bon, on prend note. On va voir les Français. Qu'est-ce qu'ils nous disent les Français? Les Français nous disent on a un problème de communication. Un problème de communication, on ne se comprend pas, on est très bon, on est très, très performant, très compétent sur tous ces trucs-là, mais on n'arrive pas à s'entendre. Donc, vous voyez, sur quelque chose qui peut paraître assez simple, c'est quand même des gens ils sont tous ingénieurs, ils ont tous fait les mêmes écoles, ils parlent tous 3-4 langues couramment, etc., etc. Et malgré tout, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le problème à résoudre, même à le définir, le problème à résoudre. Donc comment vouliez-vous qu'ils fassent des avions qui ne se crachent pas de temps en temps? Ça, c'est un peu pour faire peur. C'est normal qu'ils se crachent de temps en temps. C'est un problème interculturel. Alors, face à ce type de situation, quels sont les pièges à éviter? Il y a au moins 5 pièges à éviter. Le premier piège à éviter, et qui est pourtant très fréquent, c'est d'ignorer la différence. C'est faire comme s'il n'y avait pas de différence. C'est ce qui arrive souvent dans des grandes entreprises type Airbus, où on a l'impression que justement, parce qu'on a la même formation, on a fréquenté les mêmes écoles, on parle tous anglais, etc., que finalement ça suffit pour... il n'y a pas de différence finalement. Donc le premier risque, c'est ça, c'est faire comme s'il n'y avait pas de différence. Comme s'il n'y avait rien d'étrange. Hein. C'est s'empêcher de penser la différence finalement. Deuxième piège, c'est avoir peur des stéréotypes. Mais surtout, c'est s'y réfugier dès qu'il y a un problème. Pourquoi avoir peur des stéréotypes? Il ne faut pas avoir peur des stéréotypes. Les stéréotypes, c'est très bien. C'est par exemple dire les Africains, c'est des feignants, c'est un stéréotype. Bon. Les Asiatiques n'aiment pas perdre la face, c'est un stéréotype. Le stéréotype, c'est pas le danger. Le problème, c'est lorsque je suis confronté à une difficulté, c'est remobiliser ce stéréotype-là pour expliquer la raison de la difficulté. C'est ça le piège. Parce que très rapidement, dans la confrontation, vous allez vous rendre compte que non, tous les Africains ne sont pas feignants, et non, tous les Asiatiques n'aiment pas perdre la face. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, personne n'aime perdre la face. Personne. C'est pas propre aux Asiatiques. Donc la question, c'est celle-là, c'est le risque finalement de se réfugier derrière ces stéréotypes, alors même qu'on essaie de les mettre à distance. Troisième type de risque, c'est créer une espèce d'homogénéité, de fausse homogénéité pour masquer les différences. C'est ce que j'ai pu constater avec une étudiante dans une entreprise japonaise implantée au Vietnam, mais qui recrute des ingénieurs coréens. Donc on a des Coréens, des Japonais et des Vietnamiens.
Ça se passait pas très bien, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est simple, on va mettre en place une charte au sein de notre organisation, et si tout le monde respecte ce cadre-là, tout ira bien. Sauf que la question qu'il faut se poser en amont, c'est qui a rédigé cette charte, avec quel fondement, pour quels objectifs, etc. Il se trouve que c'était les Coréens, bien sûr, qui l'avaient mis en place, et donc forcément qui ne correspondait pas du tout à la manière de travailler au quotidien des Japonais ni des Vietnamiens, donc cette volonté-là d'effacer ou de trouver une espèce de fausse entité commune ne fonctionne pas du tout. Un quatrième piège, c'est l'inverse, c'est prendre le temps de discuter des différences, mais au final ne faire que ça. Ça, on l'observe souvent, par exemple, dans les étudiants Erasmus qu'on a accueillis dans les universités, qui viennent d'Italie, d'Espagne, d'un peu partout en Europe, même à travers le monde. Et quand vous faites, comme je m'occupais de ces étudiants étrangers, j'étais invité à leur fête. Donc ces fêtes, on boit beaucoup, mais quand vous écoutez ce dont ils parlent, ils passent leur temps à discuter des différences. Ah bon, toi ça se passe comme ça dans ton pays, ah bon, moi ça se passe comme ça. Bon. Et au final, rien. Au final, c'est l'inaction. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à parler, à échanger, c'est très intéressant, mais ça ne permet pas forcément d'engager une action collective pour autant. Cinquième piège, qui est peut-être le plus difficile à identifier et qui du coup devient très dangereux, c'est confondre une similarité avec une petite différence. Par exemple, on se rend aveugle finalement. Donc, du coup, on voit même pas qu'il peut y avoir un problème interculturel derrière. Par exemple, c'est se dire, bon, les Français et les Belges, c'est kiff-kiff, c'est pareil, quoi. Bon, ouais, les Québécois, ça va, ils parlent français aussi, ça va, ils sont comme nous. En réalité, non. Donc souvent, à cause de la langue, on fait l'hypothèse, ou même parce que peut-être qu'il y a une histoire en partie commune, on va faire l'hypothèse, l'extrapolation qu'il y a, qu'on peut assimiler des cultures alors même qu'elles présentent certaines différences assez nettes. Alors forcément, plus on s'éloigne, plus c'est risqué. Par exemple, du point de vue des Français, quand vous parlez des Laotiens et des Cambodgiens, c'est pareil. Mais c'est juste le jour et la nuit, ça n'a strictement rien à voir. De la même manière, pour les Chinois, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, tout ça, c'est pareil. Alors même que c'est très 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 différent. Donc ça, c'est peut-être le risque le plus difficile à déceler. Jusqu'à maintenant, j'ai parlé d'effets culturels un peu en termes un peu génériques. Le problème, c'est que quand on parle de culture, il faut peut-être distinguer différents niveaux de culture. De manière un peu standard, ou dans les ouvrages qui sont consacrés à ces questions-là, quand on parle de culture, on prend le niveau national comme référence, ou des zones, on va dire les Européens, les Asiatiques, les Africains, etc., ou les Français, les Gabonais, etc. C'est le niveau qui est généralement adopté. Alors même que, quand vous allez en France, vous allez dire, non, moi je suis du sud-ouest, toi t'es un ch'ti, toi t'es corse, donc on voit déjà que culturellement on peut rentrer déjà un peu plus en détail dans des formes identitaires, culturelles, qui vont plus ou moins être marquées, et donc du coup qui renvoient à d'autres réalités, à d'autres réalités empiriques. Et puis on peut également prolonger en disant par exemple qu'il y a ce qu'on appelle des cultures liées à des industries ou à des secteurs professionnels, comme par exemple le milieu de l'automobile, les gens qui travaillent dans l'automobile se reconnaissent entre eux, ou les gens qui travaillent dans la banque se reconnaissent entre eux. Je donnais l'exemple aux étudiants que je vois cette semaine, d'un repas que j'ai fait il y a une dizaine de jours chez un ami avocat qui a eu la bonne idée d'inviter plein d'amis avocats au repas. Bon. On a passé un très bon moment, mais je n'ai rien compris. Il parlait d'histoire d'avocat. Alors je comprends tout ce qui se dit, mais c'était des choses ils parlaient de leur affaire, de leur propre culture professionnelle à laquelle moi j'étais complètement étranger. On peut également encore rentrer à un niveau un peu plus fin, c'est celui de la culture d'une organisation ou d'un business. Les gens de chez Airbus à Toulouse, ils sont très fiers d'avoir autour du cou le petit badge, on écrit Airbus. C'est quelque chose d'ostentatoire. Quand vous êtes un garçon et que vous avez plein de chances d'avoir des filles qui s'intéressent à vous. Donc ça contribue à ça. Et puis au niveau des professions ou d'un business, comme par exemple les avocats dont je parlais tout à l'heure, ou les bouchers qui ont leur propre langage. Je parle des vrais bouchers, pas des bouchers du supermarché.
des bouchers qui, quand vous les voyez en train de boire un café ou un blanc sec à 6 h du matin au marché, quand vous regardez un peu la culture du métier, vous mettez à côté, vous ne comprenez pas toujours ce qu'ils disent. Ils parlent le louchben, ils ont leur propre langue, ils ont leur propre code. Donc on voit que finalement cette notion de culture, elle peut vraiment se décliner sous une série de niveaux qui, bien entendu, se combinent, se télescopent, donc ça crée quelque chose de très, très complexe. Je suis comment au niveau timing là? Encore un bon quart d'heure. 20 minutes. Donc je passe sur ça. Lorsqu'on va faire donc je passe à un cap suivant. Lorsqu'on va faire des études ou des recherches et des observations sur ces notions d'interculturalité, on peut prendre en considération beaucoup de variables. Je souhaiterais ici vous en présenter quelques-unes simplement à titre d'illustration et vous donner quelques exemples pour discuter plus tard. Une première variable, alors j'ai sauté volontairement une diapo avant parce que c'est des grandes variables structurelles, c'est l'économie, c'est l'éducation, etc. Mais ça, voilà, pour le contexte religieux, je passe là-dessus pour rentrer sur des choses un peu plus fines. Le mode d'expression. Bien sûr, il y a l'écrit et l'oral, mais il y a surtout le verbal et le non-verbal. La première fois que je suis allé en Inde, quand on me faisait ça, j'étais pas certain de ce qu'on était en train de me raconter. Ça ressemble à non, mais en fait ça veut dire oui. La manière de parler, vous savez que les Inuits, ils ont 15 manières de dire blanc. Forcément, ils sont dans un environnement qui est blanc, donc ils jouent sur la nuance. Alors que pour moi, quand je dis blanc, c'est blanc. Donc on a des choses de cette nature-là. Donc il y a des langues qui sont qui permettent plus ou moins d'être fins dans ce qu'on veut dire, qui manipulent des concepts qui sont plus ou moins détaillés, etc. Donc on peut s'intéresser à des choses comme ça. Le contexte de communication est également très important, c'est-à-dire en fonction de la culture, la marge d'interprétation va être plus ou moins large. Par exemple, le français, c'est une langue dont le contexte d'interprétation est extrêmement large. Parfois, on utilise beaucoup l'ironie, par exemple. D'ailleurs, on est une des seules langues à vraiment utiliser de manière récurrente l'ironie. Je ne peux pas le faire au Vietnam sans, parce que ça suppose quand même une certaine connaissance de la langue assez approfondie. Quand par exemple un étudiant vient me demander « Bon, je sais que la date limite pour remettre tel rapport c'est aujourd'hui, mais est-ce que je peux vous le rendre dans un mois ?» Je dis « Oui ». Donc tout le monde a compris ici que ça veut dire non. Mais l'étudiant repart très content pensant que je dis oui. Donc on voit bien un problème ici de contexte de communication avec des éléments d'interprétation qui sont plus ou moins larges. Le rapport au temps. Le rapport au temps, c'est quelque chose de très important. On a un rapport au temps. Bon, ça c'est pas moi qui le dis, tout ça, bien sûr. Ça, c'est la littérature. Je ne mets pas de nom d'auteur pour ne pas charger le truc. Il y a des cultures qui sont, on pourrait dire, polychroniques et d'autres monochroniques. C'est comme ça qu'on le nomme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je fais quelque chose, je fais simplement une chose. Alors qu'il y a des cultures qui peuvent de front mener plusieurs choses à la fois. Les Français ont cette réputation-là. Je fais plusieurs choses à la fois. Oui, je t'écoute, mais en même temps j'écris et en même temps je pense à ce que je vais faire ce soir. Les Allemands, non, c'est d'abord on fait ça, ensuite on fait ça et après on fera ça. Donc forcément, quand vous allez par exemple dans une organisation comme Airbus, qui doit concevoir des avions, et ce type d'activité se fait là par projet, eh bien, la manière de mener un projet pour l'équipe allemande va se faire non pas par projet mais par plan, c'est-à-dire d'abord on fait ça, ensuite on fait ça et ensuite on fait ça, alors que l'équipe française aura plutôt tendance à mener son travail de manière polychronique, c'est-à-dire mener plusieurs actions en même temps. Ce qui, la rencontre de ces deux-là, il n'y a pas une bonne et une mauvaise manière, les deux sont a priori bonnes ou mauvaises, mais le problème c'est comment je fais pour coordonner ces deux manières de concevoir la succession d'activités ou la manière de coordonner les activités. Ça peut poser de gros problèmes. La manière également de se positionner dans un temps plus historique cette fois. Il y a des sociétés qui sont très tournées vers le passé, vers la valorisation des héros nationaux, etc.
donc vers une tradition, vers un passé, je trouve, plus ou moins héroïque, mais pas forcément. D'autres qui sont au contraire tournés vraiment vers le futur. Et puis une troisième catégorie qui sont vraiment uniquement centrées sur là maintenant. Donc ça peut également poser des problèmes interculturels lorsqu'il s'agit par exemple encore une fois, de mettre en place une innovation, un nouveau produit. Dans une société qui est plutôt régie vers le futur, ce produit-là sera assez facilement accepté. Alors que dans une société plutôt tournée vers le passé, on va s'en méfier, on va dire non mais c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude, etc., etc. Donc par exemple dans des choses de stratégie commerciale, d'implantation de nouveaux produits dans un pays, il vaut mieux se poser ce genre de questions pour savoir quel type de stratégie commerciale je vais pouvoir mettre en place en fonction de l'orientation temporelle de cette culture-là. Encore faut-il que j'ai fait les études préalables pour le deviner. La question de l'espace. La question de l'espace est extrêmement importante. C'est plus ou moins ouvert. Vous connaissez tous les open space ou les bureaux. Récemment, on a reconstruit les bureaux de l'université et l'architecte qui était en charge de ça voulait faire des open space, ce qui, dans une logique de travail collaboratif, interservice, etc., n'était pas complètement dénué de sens. Sauf que les Français n'aiment pas les open space. Ils veulent leur petite niche. C'est mon espace à moi. Et donc du coup, l'architecte a dû revoir ses plans, donc ça veut dire qu'on a perdu du temps, des millions d'euros pour revoir les plans parce que les secrétaires voulaient chacun leur bureau, mais avec quand même des espaces qui puissent relier les bureaux entre eux. Donc on veut, alors du coup, où est la logique? C'est oui, on veut communiquer, mais je veux quand même pouvoir fermer la porte si je veux être seul. Donc en fonction du contexte, on peut par exemple faire il y a un beau bâtiment, une banque à Paris, qui est magnifique, mais qui maintenant est horrible parce que justement avec cette idée-là de transparence, etc., les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté des plantes, des posters, des post-it, des photos d'enfants, enfin tout ce que vous voulez, non pas pour avoir un environnement très plus agréable, mais pour recréer quelque part un espace plus fermé, donc pour rompre avec cette idée d'open space. La distance avec le deuxième mot, là, dans ce PowerPoint, la distance entre les personnes. Il y a des cultures où, lorsqu'on se parle, on va se parler comme ça, à 2 ou 3 mètres de distance, et ça ne posera aucun problème, on va se parler, salut, ça va, ouais, ça va. D'autres cultures, on va être côte à côte, même on va se toucher presque pour pouvoir se parler. Donc ça peut provoquer des malentendus, quand par exemple vous montez dans le métro et que le métro est vide, il y a juste une personne et que vous allez vous asseoir juste à côté d'elle. En France, la personne risque de se sentir menacée. Mais pourquoi, alors que le métro est vide, cette personne-là vient s'asseoir à côté de nous? Alors que dans d'autres sociétés, non, c'est justement tu es là, je vais m'asseoir à côté de toi pour pas que tu sois seul, qu'on est ensemble, on se met à côté. D'accord? Donc c'est une autre manière dans les situations de travail, on va retrouver ce genre de problème. Des attitudes très différentes face à l'incertain. On réagit très différemment face à l'incertitude. Donc du coup, la capacité d'adaptation, la capacité de réaction, la capacité de s'engager dans une action dont on ne connaît pas forcément les aboutissements diffèrent considérablement. Il y a différentes manières de mettre sous contrôle cette incertitude. Par exemple, dans les cultures plutôt anglo-saxonnes, on va se réfugier derrière des dispositifs juridiques. Vous connaissez ça, vous allez chez Starbucks, vous allez dans un magasin comme ça, vous prenez une boisson chaude, il y a écrit attention c'est chaud. Donc vous le savez que c'est chaud, mais on se prémunit du risque que potentiellement la personne porte plainte parce qu'il s'est brûlé les langues en buvant le café chaud, avec un dispositif qui permet de juridiquement se couvrir. Les cultures plutôt scandinaves vont plutôt avoir recours à des dispositifs techniques, donc plutôt des éléments qui permettent de contrôler, de sécuriser, de planifier, d'anticiper, de constituer un système d'alerte dès qu'il y a un dysfonctionnement, qu'on le sache, etc. Il y a d'autres cultures qui, face à l'incertitude, s'en remettent à Dieu. Tout simplement, disent, ça ne dépend pas de moi, on verra, on dit Inch'Allah, on verra bien. Donc c'est un moyen aussi de mettre sous contrôle l'incertitude, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de quelqu'un d'autre. La question du degré d'individualité, c'est important. Si vous allez en Italie et que vous recrutez quelqu'un, il faut savoir que quand vous recrutez quelqu'un, vous recrutez cette personne-là et quelque part son environnement familial.
C'est-à-dire que dans l'activité au quotidien, ce qui va se passer à la maison, le rapport de cette personne-là avec sa femme, ses enfants, sa mère, l'oncle, va jouer quelque part dans la manière de travailler. Dans d'autres cultures, non, c'est l'individu et seulement l'individu qui va importer. Donc du coup, on est dans des cultures où la sphère de l'intime est très variable. Il y a certaines questions qui pourront paraître normales en Italie, par exemple, de savoir comment vont tes parents, etc. Et ton fils est encore malade, et ta mère, etc. Dans d'autres cultures, on ne posera pas ce genre de questions-là parce que les gens vont se sentir pris au piège, ou en tout cas ils vont se sentir acculés. Mais ça, c'est ma sphère privée, ça ne te regarde pas, on est dans un cadre professionnel. Donc. Puis un dernier élément, c'est la question de la manière de comprendre les relations. Qu'est-ce qui prime? Est-ce que ce qui prime, c'est l'objectif, ou est-ce que ce qui prime, c'est le processus? Et là, j'ai une anecdote qui m'a été racontée par un collègue des États-Unis, qui était en négociation avec un groupe japonais. Et donc, pendant assez longtemps, cet ami-là discutait avec son homologue japonais pour se mettre d'accord sur, c'est pas important, sur un truc. Et puis, quand lui, il a fini sa partie, son job, il a dit, écoute, Akira, je suis très content d'avoir travaillé avec toi, moi j'ai terminé, je passe le relais maintenant à mon collègue Bob, qui lui va reprendre le relais. Et là, Akira, il a dit, non, c'est hors de question. Attends. Moi, c'est avec toi que j'ai construit la relation, c'est avec toi que j'ai fini. Alors, il dit, non, c'est très gentil ce que tu dis là, mais moi j'ai fait ma partie du job, moi j'ai atteint mon objectif. Maintenant, je passe au relais à mon collègue qui, lui, il fait non, ce qui importe, c'est pour le japonais, ce qui importe, c'est le processus. Hein, c'est pas ton objectif à toi, qu'est-ce que tu vas faire, on va marcher pas à pas, du début jusqu'à la fin. Et donc, du coup, il a été obligé de négocier avec cet ami-là, il a été obligé de négocier avec sa propre organisation, le fait de pouvoir continuer une activité qui, normalement, n'était pas dans ses compétences même, pour pas que l'affaire tombe à l'eau. Parce que dans la partie japonaise, vous voulez absolument continuer avec la même personne avec qui vous avez commencé. Donc, voilà quelques variables, on pourrait en trouver d'autres, mais qui simplement pour discuter, pour voir un peu l'importance quand même de ces enjeux-là dans des organisations qui sont de plus en plus internationales, qui, même si elles ne sont pas internationales, avec des questions de mobilité internationale qui se posent et qui se poseront de plus en plus. Mais un dernier point peut-être avant d'engager la discussion, c'est quelle que soit la posture que l'on adopte dans ces organisations, c'est-à-dire que l'on soit soi-même dans une organisation et que l'on observe ces phénomènes-là, ou que l'on soit membre extérieur et qu'on fasse une étude, comme j'ai eu l'opportunité de le faire, pour comprendre ce qui se joue dans une organisation, on ne peut pas faire l'économie de se poser soi-même la question de « et moi, ma culture, c'est quoi? À quoi elle ressemble ?» Parce que, tout simplement, j'ai besoin de ce travail-là de mise à distance et de comparaison, c'est-à-dire je compare par rapport à qui, je compare par rapport à quoi. Et donc ce travail-là réflexif sur soi-même, sur ma culture, alors ma culture ce serait quoi? Je suis universitaire, je suis français mais pas complètement, donc c'est quoi ce truc à cheval sur deux cultures? Je suis frontalier, bon, j'ai voyagé en Asie mais j'ai jamais pris les pieds en Afrique, donc est-ce que je suis à même de comprendre ce qui se joue en Afrique? Bon, voilà. Donc simplement pour dire que ces questions-là sont à la fois passionnantes, enfin en tout cas moi je trouve ça passionnant, que ça permet de voir les organisations de travail avec un regard parfois nouveau, souvent amusant d'ailleurs, et surtout que ça permet de débloquer des situations de travail, puisque je le rappelle, la question du management interculturel, c'est faire en sorte que les choses se fassent, et si on veut que les choses se fassent, encore faut-il avoir les ressorts pour pouvoir le faire, et la question interculturelle est un de ces ressorts. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis je suis prêt à répondre à des questions si besoin. Merci. Oui, allez-y. Essayez de parler fort. J'ai une question. Bonjour. Que doit-on faire? Que peut-on apporter comme solution lorsqu'on se retrouve confronté à un choc culturel face à un autre individu, mais on a conscience des différences? Mais il y a incompréhension en fait. Mais on a conscience qu'on est différent, mais il y a incompréhension. Vraiment, quelles sont les solutions qu'on peut apporter? Qu'est-ce qu'on peut faire pour
qu'on puisse se comprendre. Alors, je ne vais pas répondre, mais je vais vous poser une question. Enfin, premièrement, répondre comme ça m'est difficile. Je ne sais pas répondre à ce type de question. Il faudrait voir la situation. Mais la manière que vous avez de formuler la question, je suis sûr que vous pensez à une situation très particulière. Donc, est-ce que vous pouvez nous détailler cette situation particulière? C'est une situation plutôt personnelle. Je veux dire, avec quelqu'un, on est de deux cultures différentes en fait. Mais il y a des similarités sur certaines choses. Il y a des moments, vous parliez tout à l'heure des stéréotypes par exemple. Dès qu'il va y avoir un problème, il va me renvoyer le fait que tu viens d'un pays occidental, donc c'est comme ça, c'est cela. Lui qui vient du Liban, ils sont très serrés, très cadrés. Du coup, il va tout le temps mettre les stéréotypes occidentaux devant pour dire oui, tu es comme ça, mais c'est pas forcément comme ça qu'on dit. En France, on ne dit pas forcément d'une telle manière, c'est un stéréotype. Et je me dis, mais on a conscience des différences, mais comment on fait pour avancer? Problème conjugal. Je pense que déjà, si les deux en sont conscients, c'est déjà un bon début. Si on entame un dialogue, c'est encore mieux. Et si, lorsqu'il y a un problème, on s'y prend différemment que de mobiliser des stéréotypes, c'est encore le mieux. Voilà. Mais encore faut-il, mais on ne va pas rentrer là maintenant en public. Le problème, c'est connaître les contours et le contenu du problème en question. C'est un peu ça. On ne va pas en parler maintenant. Mais voilà, la question des stéréotypes, elle est intéressante parce qu'on en a tous et c'est normal, c'est très bien. Mais comme je disais tout à l'heure, le problème des stéréotypes, c'est souvent on les mobilise je vais vous raconter une anecdote pour sortir un peu du cas conjugal. J'ai eu récemment des négociations très dures avec des partenaires vietnamiens. Mon collègue qui est plein de stéréotypes, on va le dire comme ça, et qui me dit Michel, vas-y mollo, vas-y doucement. Parce qu'il me connaît, il sait que je peux être un peu brut de décoffrage. Et là j'avais envie d'y aller fort. Et la discussion, elle prend très professionnelle, hein. On discute de choses un peu dures. Donc du coup, je dis des choses un peu dures. Et donc du coup, je mets mon interlocuteur face à ses propres contradictions, face à ses propres incompétences, etc. Donc une situation très délicate pour lui à vivre. Mais je l'ai fait volontairement. Et donc on sort de la réunion, comme me dit mon collègue, il me dit Michel, mais tu n'aurais pas dû faire ça. Pourquoi? Alors qu'on était d'accord sur le diagnostic, il me dit tu l'as fait perdre la face. Donc perdre la face, c'est-à-dire qu'il me dit si la relation ne se passe pas bien, c'est parce que la manière que tu as eu de t'adresser à lui, tu l'as fait perdre la face. Donc je lui ai dit écoute, merci de me le rappeler, mais un, j'ai fait exprès, et deux, c'est pas parce qu'il est vietnamien qu'il n'aime pas perdre la face. Personne n'aime perdre la face. Donc on voit bien ici comment des stéréotypes, finalement, même chez des gens qui ont beaucoup voyagé, qui ont etc., ils vont parfois ressortir pour essayer d'expliquer les causes d'un problème. Alors que le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que la personne que j'ai en face de moi n'est pas honnête et n'est pas compétente. Le problème, c'est ça. Donc la question du stéréotype, là, il est mobilisé pour expliquer le problème. Donc du coup, si j'avais suivi les conseils de mon ami, du coup, je vais dire « Ah, mon cher ami, comment tu vas? Alors, tu as des difficultés. » Et au final, je n'aurais jamais réglé le problème. Je n'aurais fait qu'enrober, qu'on lui faire croire que c'est quelqu'un de très bien, etc. C'est pas mon but. D'ailleurs, même dans une relation de nature interculturelle, généralement, votre interlocuteur ne vous demande pas que vous lui ressembliez. De la même manière que moi, je ne demande pas à mes interlocuteurs gabonais, à mes interlocuteurs vietnamiens, à mes interlocuteurs chinois, à mes interlocuteurs je ne sais pas d'où, de me ressembler. On essaie simplement de travailler ensemble. Donc on s'y prend. Donc du coup, des fois, j'assiste à des scènes rigolotes. Par exemple, mes collègues de l'université, quand ils vont en Chine, vous savez que les Chinois, quand ils donnent une carte de visite, quand ils donnent une carte de visite, ils font comme ça, avec les deux mains. Moi, je ne fais pas comme ça, la carte de visite, c'est ma carte. Donc, on peut essayer de mimer, on peut essayer de singer la culture de l'autre, mais c'est pas ça qui fait qu'on va mieux travailler. Donc, je n'ai pas répondu, hein, mais c'est une invitation à... Là, ensuite et après.
Monsieur, s'il vous plaît, vous avez dit tout à l'heure que... Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais revenir sur deux pièges. Le premier piège, c'était de faire comme s'il n'y avait pas de différence. Et l'autre piège, c'est de créer un espace homogène. On est dans le management culturel. Vous avez dit que de manière, on va dire, banale, c'est faire quelque chose. Mais maintenant, si on n'ignore pas les différences, si on ne crée pas cet espace homogène, comment peut-on avancer quand, par exemple, nos conceptions des variables peuvent être différentes? Parce que chacun va, par exemple, se dire, moi, déjà, on va être choqué, on va peut-être pas voir comment ça peut se faire par rapport à notre culture. Entre-temps, on devrait coopérer ensemble pour que les choses se fassent, les choses pour lesquelles, par exemple, on a été embauché se fassent. Comment faire alors? Si on ne doit pas nier la différence. Si on ne doit pas nier la différence. Vous venez de poser exactement la même question, c'est comment faire? Je sais pas. Si je savais, je ne serais pas ici. Je monterai un cabinet conseil et je gagnerais beaucoup d'argent en répondant à cette question. C'est en situation, il n'y a pas une recette, il n'y a pas de recette, je pense. Il y a des pistes. Il y a des pistes. Déjà, en évitant les pièges que j'ai mentionnés là, déjà, la coopération, la bonne entente, la co-compréhension, déjà, s'améliore. Et puis après, moi je pense qu'il n'y a pas de recette. Après, bien évidemment, vous allez tomber sur des magazines, des manuels, etc., qui vont vous dire, voilà les 10 recettes, voilà le protocole à suivre pour que dans ces situations interculturelles, ça se passe bien. Je ne crois pas trop à ces trucs-là. Je pense que c'est en situation avec des gens qui ont plus ou moins envie de coopérer, plus ou moins envie d'aller vers les autres, plus ou moins envie de se mettre à la place des autres, de se rapprocher, de discuter, de prendre le temps de discuter, de se comprendre, d'observer qu'on va voir dans chaque situation des choses différentes. Donc je ne crois pas à la solution unique, universelle, au contraire. Bien au contraire. Est-ce qu'on peut dire que l'une des pistes qu'on a par exemple dans ce genre de situation, c'est la concession? Donc différentes par rapport aux différentes cultures qui sont réunies. Après, on va faire quelques concessions pour avancer. Oui, mais la négociation, elle est au cœur du travail. On négocie tout. On négocie même avec des gens qui nous ressemblent énormément. Donc oui, dans ce sens-là, oui, peut-être. Oui. Bonsoir. La question c'est, la mondialisation n'a-t-elle pas un impact positif plutôt considérable selon vous sur ce problème des ententes culturelles? Je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais je vais quand même essayer de répondre. La mondialisation, c'est un fait. C'est pas un fait qui est nouveau. Depuis toujours, les cultures se sont mélangées dans le commerce autour de la Méditerranée. Marco Polo était en Chine. D'une tribu à une autre, on a échangé des marchandises, des femmes, des terres. Bon. Donc la rencontre avec l'autre, je vais appeler comme ça, c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Alors après que depuis quelques années ou de quelques décennies, ce mouvement-là s'accélère, probablement les flux de marchandises sont de plus en plus volumineux, la mobilité elle est à la fois plus rapide et plus lointaine. Alors est-ce que pour autant ça pose davantage de problèmes interculturels? C'est ça un peu la question. Probablement, parce que maintenant, en 7 heures, vous vous retrouvez de Paris à Libreville et que j'ai pas pris le temps de faire que déjà je suis là-dedans. Donc le temps d'acclimatation, le temps de la compréhension, le temps d'essayer de comprendre comment ça marche, il est très bref. Donc du coup, les risques que je prends, ils ne sont pas énormes, hein, mais les risques que je prends pour mener à bien ma mission, pour savoir comment bien m'adresser, bien dans le sens de manière adaptée à mes étudiants, comment m'insérer dans l'institution qui m'accueille, etc., ben, je vais devoir beaucoup improviser, donc du coup je prends des risques dans le sens où je peux faire beaucoup d'erreurs. Bon, après,
je l'ai dit peut-être trop rapidement, en introduction, le choc culturel il est toujours là, mais en général ça pose pas trop de problèmes. Et ça pose problème dans certains cas assez rares finalement. Généralement avec le temps, avec les échanges, avec des observations répétées, au final ce qui était ou ce qui peut être défini comme étant un problème interculturel se résout presque de soi. Est-ce que vous pouvez nous définir some benchmarks? Oui. Quelques repères. Quelques repères pour discuter. Oui. Bonsoir. Je voudrais, c'est par rapport à l'exemple que vous avez pris tout à l'heure sur les ingénieurs. Quand par exemple, quelqu'un se trouve dans ce genre de situation, comme les 3 ingénieurs que vous avez pris tout à l'heure comme exemple, comment sortir de cette situation pour pouvoir avancer, par exemple, dans la construction d'un projet, ou est-ce que ce serait possible de pouvoir ignorer les différences que nous avions pour pouvoir s'adapter à la situation dans laquelle nous sommes pour avancer? Dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure de l'avion, avec les trois équipes, c'était pas 3 personnes, c'était 3 équipes, ils sont très nombreux, une française, une allemande et une anglaise. Moi-même et mon équipe de recherche, on a alerté la direction sur cette question-là de l'interculturalité. On a fait un rapport, le rapport ils ont dit oui c'est très intéressant, c'est rangé. Pourquoi? Parce qu'ils font le pari dans ce genre de structure-là que finalement, je l'ai dit tout à l'heure, le fait d'avoir une même formation de très haut niveau, à très haute technicité, et en plus avec des gens qui bougent, c'est-à-dire que les gens qui sont en Allemagne, ils ont déjà été à Toulouse, ils ont été en Angleterre, donc c'est des gens qui connaissent les 3 sites. Donc au niveau de la direction, ils font le pari finalement que ce que moi je présente comme un problème interculturel, c'est pas vraiment ça. Donc on trouvera une solution. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met quelques millions de plus, on rallonge un peu les délais, et voilà. Donc c'est-à-dire au fond, on n'a pas réglé le problème de fond. Ce qui arrive souvent, dans ces grandes organisations qui ont les moyens, c'est un non-problème. On trouve des palliatifs à ça. Les palliatifs, c'est du temps, les palliatifs, c'est ah oui, bon, on va organiser une petite réunion, donc on va réunir des gens autour d'une table, pas tout le monde, les chefs d'équipe, après comment ils relèvent ça. Donc on trouve des palliatifs. Et maintenant, lorsqu'on est dans une structure entre collègues et qu'on se retrouve dans ce genre de situation, je crois savoir de quoi vous parlez. C'est un peu la même question que votre voisine a posée tout à l'heure. Il faudrait voir la situation. mais le plus souvent, ce que je constate, c'est que pour que le travail puisse avancer, on est obligé de s'adapter à la situation. L'une des personnes est obligée de s'adapter à la situation et ignorer la différence qui est là et se comporter à peu près comme les autres. Mais est-ce que ce ne serait pas aussi une faiblesse au niveau du management de la personne? C'est un rapport de force. Il y a des cultures qui vont, en fonction de ceux qui les portent, des positions qu'ils occupent dans l'organisation, qui vont avoir tendance à imposer leur vue, donc leur manière de voir le monde finalement, pas forcément mal intentionné, c'est pas forcément dans le sens de nuire ou quoi que ce soit. Et puis de l'autre côté, peut-être des gens qui ont des ressources moindres, on l'a vu tout à l'heure en cours avec certains étudiants, des ressources moindres, qui ont des postures peut-être moins stratégiques dans l'organisation, qui vont aussi avoir un intérêt finalement à accepter de jouer le jeu et donc de négocier finalement ce compromis, de dire bon d'accord c'est pas ma culture, mais bon, en même temps j'ai l'opportunité de travailler là, donc il va y avoir une mise en balance de tout ça. Il n'y a pas nécessairement un choc frontal, il y a des micros-ajustements, il y a des négociations, il y a des rapports de force parfois, ça dépend des situations. Bon, s'il y a plus de questions. Merci. Je voudrais soulever sur une situation en fait. J'étais en rapport avec mon directeur, donc je travaillais dans un organisme, j'étais gestionnaire de projet, on était sur le terrain. Le directeur, lui, bon, il était à l'étude, mais avec
j'avais quand même une incompréhension. Parce qu'arrivé sur le terrain, le travail ne peut pas se faire sans adaptation. Le travail des populations, généralement des personnes plus ou moins lettrées. Il y avait des documents à remplir. J'ai posé le problème au directeur général, lui disant que je devais remplir ces documents à la place des personnes éduquées. Mais le directeur général avait totalement refusé. Donc après 7 mois et demi, j'étais obligé de démissionner. Comment résoudre ce genre de problème? Merci. Bon, c'est génial parce que je peux faire conciliateur matrimonial, délégué syndical, agence pour l'emploi. C'est très frustrant parce que vous allez me détester, je sais pas, j'en sais rien. D'abord parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris j'ai compris la situation mais je n'ai pas bien compris le problème. Si ce n'est que vous vous dites on est obligé de faire de telle manière et votre responsable vous dit non, on ne peut pas faire comme ça. Bon, mais ça, c'est pas forcément un problème interculturel, ça arrive dans tout un tas d'organisations où les gens partagent la même culture. Mais il y a des différences de vue, il y a des gens qui disent non, il y a une règle, il faut respecter la règle, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Et puis il y a des gens de terrain, on pourrait le dire comme ça, qui disent oui, mais la règle n'est pas du tout adaptée à la situation, donc peut-être qu'il faudrait l'adapter, trouver des ajustements. Alors des fois, ça se fait, il y a ce qu'on appelle la régulation conjointe qui permet finalement de trouver un arrangement local. Et puis des fois, non, des fois c'est la règle qui vient d'en haut, pensée par d'autres, qui s'impose de manière brutale, violente, de manière top-down. Et là, encore une fois, ça dépend du type d'organisation, du type de personne qui occupe cette organisation. C'est pas nécessairement un problème lié à la culture, c'est le propre de beaucoup d'organisations. Ouais. Moi je suis fonctionnaire. Mais le directeur était un banquier. J'avais comme l'impression qu'il avait une autre vision des choses. Ah d'accord, je vois ce que c'est. D'accord. Oui, des cultures professionnelles, oui. Comme moi tout à l'heure je disais qu'au repas avec les juristes, je ne comprenais rien. Oui. Donc là il y a une compréhension de nature professionnelle. Donc on pourrait dire que ça arrive souvent. J'ai récemment fait une étude dans une entreprise qui fait des logiciels informatiques. Il y a un gros problème entre d'un côté l'équipe d'ingénieurs informatiques qui sont extrêmement compétents, d'un niveau de technicité redoutable, et de l'autre côté les VRP, les gens les commerciaux, quoi. Et donc le problème, il n'est pas que le produit n'est pas bon, c'est que ils se comprennent pas. Ils se comprennent pas, d'un côté les ingénieurs informaticiens et de l'autre les commerciaux, parce que les commerciaux ils poursuivent certains objectifs, c'est faire du chiffre, faire du contrat, etc. Et donc du coup ils sont prêts à vendre à peu près n'importe quoi. Même des choses qu'on ne sait pas très bien faire, et surtout pas avec les délais qui sont prévus dans le contrat. Et puis de l'autre, des ingénieurs qui disent « Ouais, ça je sais le faire, mais pas en 6 mois, il me faut 2 ans pour faire ce produit-là. » Donc comment on fait pour faire discuter ces deux gens-là ensemble? Donc l'intervention, c'était de dire il faudrait trouver peut-être un coordinateur pour que ces deux services-là s'ajustent sur certains trucs. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'on prend un informaticien qui va aller chez les commerciaux? Est-ce qu'on prend un commercial qui va aller, ou un personnage un peu hybride qui connaît ces deux milieux et qui fasse l'objet de traducteurs quelque part pour que ces deux cultures professionnelles puissent enfin renouer le dialogue et donc du coup s'assurer que les engagements qui sont pris avec les clients sont réalisables et que d'autre part que bien traduire l'engagement commercial dans des choses à faire au niveau technique, au niveau de la programmation informatique. Ça ressemble un peu à ça. Donc oui, on peut ramener un problème interculturel, mais cette fois de nature professionnelle vraiment. Donc, du coup, avec la question de l'identité professionnelle qui va avec, moi je suis informaticien, je ne mange pas à la cantine à côté des commerciaux, surtout pas. Donc du coup, il y a des conflits identitaires aussi très importants. Comme dans les hôpitaux par exemple. Soit vous êtes un cow-boy, vous êtes chirurgien, vous êtes le chef, Dieu tout-puissant, hein, c'est vous qui redonnez la vie à des morts. Hein. Et puis en bas de l'échelle, vous avez ceux qui stérilisent en sous-sol, ceux qui stérilisent les bistouri, etc. Sauf que si vous ne faites pas travailler ces gens-là ensemble, ça ne marche pas. Comment on s'y prend? Problème. Allez, on prend 2 dernières questions. Oui, alors je ne sais pas si c'est un stéréotype. Anna-Claire Bissilo, département de sociologie, Université Marbongo, avec Bertin. Alors notre collègue a été invité par une autre université, mais nous sommes là pour le saluer parce que nous avons
les relations entre les deux départements, l'Université de Toulouse et l'UOB. Nous sommes là davantage pour le saluer et juste s'inscrire dans les perspectives qu'il a ouvertes. Peut-être de se dire aussi que par rapport au management interculturel, il n'est pas certain que dans toutes les organisations, on fasse du management interculturel. Ensuite, le management interculturel, je ne sais pas, il a peut-être attendre la fin du XXe siècle pour que ça commence à avoir droit de citer, comme disait le collègue, jusque-là, après tout, ça fonctionnait. On connaissait le management à la Taylor, à la Fayol, disons, avant la montée du Japon et plus récemment de la Chine, c'était occidentalo-centré. Et ça fonctionnait. Nous, au Gabon, on a fonctionné avec Total, sans qu'on se préoccupe de la culture gabonaise ou chinoise. Mais depuis quelques années, Total a pris conscience que l'entreprise opère dans une quarantaine de pays et que, bon, on peut perdre des marchés en Chine. Alors, si on commence à faire du management interculturel en Chine, eh bien, comme le monde est devenu petit, ça va se savoir au Vietnam, ça va se savoir au Gabon, et donc le management interculturel aura tendance à s'imposer dans l'ensemble des filiales. Mais ce n'est pas toujours certain qu'on trouve du management interculturel dans toutes les entreprises, et peut-être encore moins dans les contextes, puisque j'ai entendu des questions posées du point de vue des administrations, peut-être encore moins dans le contexte des administrations, parce que le management interculturel est indissociable un peu de la problématique des multinationales. Donc il y a ça. Alors Michel parlait des ingénieurs. Les ingénieurs, oui, ils sont compétents sans doute dans leur science, mais que savent-ils de l'organisation? Puisque le management, ça a à voir aussi avec ce que nous enseignons en théorie des organisations, en sociologie des organisations, en sociologie du travail. Et que savent-ils de... Enfin, je terminerai là. Même un fondateur, je prends l'exemple du cofondateur de Google, Schmidt, qui, dans une de ses conférences, avouait qu'il est un des fondateurs de Google, mais il a mis des années pour découvrir ce qu'est une organisation. Ça n'enlève rien à son mérite qu'il a été un des génies de notre temps. Il a donné naissance à ce champion que nous connaissons aujourd'hui à l'échelle planétaire. Donc, salut Michel et bon séjour. Et on te remercie pour ces vues qui nous amènent, nous-mêmes aussi en tant qu'enseignants, à ouvrir le monde. Merci. Merci. Allez, Monsieur avait déjà demandé la parole et vous terminerez. Bonsoir. C'est toujours difficile de s'exprimer après l'intervention d'un brillant professeur. J'aimerais dire par rapport au management interculturel. Par exemple, en Afrique aujourd'hui, nous parlons de décentralisation et donc d'attribution de compétences aux collectivités locales. Or, collectivité locale, il faut mettre des personnes compétentes. Faut-il qu'on fasse abstraction des cultures pour développer une collectivité